Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain, le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. C'est reparti. Ah, avant que j'oublie, c'est vraiment un plaisir de vous lire et de recevoir votre soutien par message privé. Je ne vous remercierai jamais assez. N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent sur les réseaux, en me taguant bien évidemment. Mieux encore, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Il paraît que la note aide beaucoup pour la visibilité, donc allez-y. Les messages, c'est top, mais les commentaires et les étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment excellent, comme dirait un ami. Avec mon invité du jour, nous allons évoquer la croissance d'une entreprise. Bien évidemment, on va parler de cabinet d'avocats. Comment arriver aux millions de chiffres d'affaires ? C'est rêver, vous me direz. Surtout lorsque l'on est à la tête d'un cabinet d'avocats. Nous sommes nombreux à penser que la seule façon de faire grossir sa structure, et donc de faire du chiffre, c'est d'aller chercher le client par le biais de la prospection commerciale. Pire encore, beaucoup de cabinets d'avocats pratiquent l'inbound marketing, cette stratégie d'acquisition client qui consiste à produire du contenu, des articles de blog notamment pour les avocats, et ainsi pour attirer les clients. Pourtant, il existe d'autres leviers totalement sous-exploités qui pourraient permettre d'arriver au même résultat. Comme vous le savez sur Change, j'ai pour habitude d'inviter des experts évoluant dans d'autres industries, d'autres écosystèmes, afin qu'ils puissent partager leurs expériences, leur savoir-faire, avec dans l'espoir que les professionnels du droit qui écoutent ce podcast puissent s'en inspirer pour transformer, révolutionner leurs pratiques, sortir de leur zone de confort. Dans ce 3e épisode de la saison 2, j'ai eu le plaisir de recevoir Benoît Dubos, CEO de Scalesia, que l'on surnomme également le mec à la casquette. Donc Scalesia, qui est une agence qui aide les entreprises dans l'optimisation de leur croissance. Benoît, c'est aussi un peu plus de 55 000 abonnés sur LinkedIn, faisant de lui l'un des plus gros influenceurs français sur la plateforme. Il occupe la 4e place selon un ranking de la société Flavicon, une société marketing d'influence, qui fait régulièrement un classement des plus gros comptes LinkedIn. La croissance des cabinets d'avocats, un vaste sujet, toujours d'actualité. Voici nos échanges. Bonjour Benoît, comment tu vas ? Salut Tony. Tu vas bien ? Ça va nickel. Écoute, c'est un super plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui sur Change. On va parler tout de suite, je mets les pieds dans le plat, on va parler croissance, croissance des cabinets d'avocats. Mais avant d'avancer sur le sujet, je vais quand même te laisser te présenter à mon audience qui ne... Bon, peut-être qu'il y en a qui te connaissent quand même, parce que moi je fais partie de l'industrie du droit, donc je te connais. Donc peut-être qu'il y en a qui te connaissent, mais pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse t'introduire. Écoute, merci déjà beaucoup pour l'invitation, c'est trop cool, très content d'être là. Moi du coup, je suis Benoît, je me présente comme casquette executive officer dans une boîte qui s'appelle Scalesia, parce que j'ai tout le temps une casquette, voilà, c'est ma petite marque personnelle à moi. Et nous, notre métier, c'est d'aider les boîtes à grossir sainement, rapidement, durablement. C'est des curseurs, c'est pas des options, avec une méthodologie de notre cru en fait, qui appréhende la croissance de façon holistique. Donc en gros, on fait pas que du growth, pas que du marketing, pas que de l'acquisition. On va travailler sur 5 piliers qu'on détaillera, mais qui sont le marketing, le produit, le revenu, le growth et le système entrepreneurial qui permet à tout ça de tourner. Donc la partie notamment people, recrutement, management, etc. Avec tout ce que ça comporte de culture, de vision et de valeur. Donc voilà, et ça se décline après sous différents formats, différents produits. On a un format agence, on a une communauté privée et on fait de la formation aussi. Alors, du coup, donc pour introduire le propos, donc, quel est ton avis aujourd'hui sur justement les techniques marketing et communication, tu sais, les tendances, quelle est ta vision aujourd'hui sur ce qui se passe actuellement ? Ouais, écoute, en fait, c'est pour moi, il y avait déjà un terme intéressant dans ta question, c'est l'idée de technique en fait. Où tu vois, il y a quelques années, il y a encore même, tu vois, genre pré-Covid en fait, on en était vraiment en recherche. Tu vois, c'était quelque chose de très très prégnant, tu vois, cette recherche du hack, de la technique. Tu vois, on parlait sans arrêt de growth hacking. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins, tu vois. En tout cas, on est revenu au terme, tu vois, la notion originale de growth hacking, c'est-à-dire un système, une méthodologie, plus que rechercher le dernier petit hack à la mode. Et donc on est vraiment parti de ça vers aujourd'hui
une approche beaucoup plus en système, comme je te dis, en méthodologie, en stratégie, où on cherche plus à avoir à générer du résultat à tout prix sur le court terme, et au bénéfice de voilà d'un traitement de fond, on va dire, tu vois, où je vois de plus en plus de boîtes construire les choses sur la durée, se poser les bonnes questions, appréhender le marketing dans le bon sens, c'est-à-dire pas seulement, tu vois, et de leur croissance dans le bon sens, c'est-à-dire pas seulement de l'acquisition client, mais réfléchir sur toute la durée du cycle de vente, comprendre que tout ça c'est un tout en fait. Et je vois de plus en plus aussi de marques très fortes se dessiner, tu vois. Donc vraiment le branding qui reprend un peu ses lettres de noblesse, ce qui est très cool, tu vois, ce qui me va très très bien, parce que on sait que le branding, tu vois, donc une marque forte, c'est là, c'est le levier de croissance le plus pérenne et le plus puissant sur la durée, mais à condition sur le court terme d'avoir les reins assez solides, parce que ça prend un peu du temps à prendre, mais souvent beaucoup moins de temps qu'on le pense. Et on repart Le aussi. branding, excuse-moi, le branding, c'est quoi du coup? Parce que là, effectivement, Ouais. mon audience, c'est les professionnels du droit. Je sais qu'ils savent un peu à quoi tu fais référence, mais ce serait bien que tu l'expliques rapidement, Ouais. en quelques mots, c'est quoi le branding? Ouais. Bah en fait, le branding, c'est moi je dis souvent que le branding, c'est tout le travail que tu fais de sorte à paraître évident auprès des bonnes personnes. Donc c'est-à-dire te poser la question de OK, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner auprès de qui? Est-ce que donc ça passe par définir toi qui tu es, et ce que tu as envie, et l'image que tu as envie d'occuper, l'image mentale que tu as envie d'occuper dans la psyché de ton audience, tu vois. Je prends un exemple tout bête. Nous chez Skillesia, tu vois, notre but c'est de faire en sorte que dans 2-3 ans, tout le monde en France, en pensant entrepreneuriat ou croissance, pense à Skillesia, tu vois. Donc c'est vraiment cette idée d'association à un ou deux mots, en général, tu vois, ça suffit. Et ensuite, une fois que tu as défini ces mots-là, et ben tu vas pouvoir créer toute une mythologie, toute une imagerie autour de ça. Et ça, en fait, ça fait absolument toute la différence, parce que ça te permet de dérouler ensuite ce qu'on appelle des brand assets, c'est-à-dire des éléments, tu vois, esthétiques, des éléments de langage que tu vas pouvoir dans lequel que tu vas pouvoir inclure dans tes interventions, dans ta distribution, pour donner un tout cohérent à ça, et faire en sorte que les personnes qualifiées, donc ton audience qualifiée, quand elle te voit passer, en fait, se rappelle de toi, parce que ça résonne, en fait. Et donc le branding, dans les grandes lignes, c'est ça, et c'est ce qui fait toute la différence avec l'approche, on va dire classique, d'il y a quelques années, tu vois, qui était celle de la réponse directe, qui fonctionne très bien aussi, mais en gros c'est vraiment une approche très, tu vois, transactionnelle, où t'as un problème, une solution, c'est algorithmique, tu vas juste présenter ton produit à la bonne personne, et ça fit. Le problème, c'est qu'il y a énormément de notions qui manquent là-dedans, tu vois, c'est la notion de timing, c'est la notion de blocage aussi. Est-ce que ton prospect à l'instant T a un problème assez douloureux et urgent pour et reconnu, tu vois, pour avancer avec toi. Donc il y a énormément de barrières. Là où le branding, en fait, c'est un travail de fond qui fait que tu deviens, comme je te l'ai dit, évident, et qui fait que ton audience, à partir du moment où elle a un problème à l'instant T, où elle a son problème, où il est suffisamment douloureux, urgent, reconnu, pensera à toi de fait. Et ça, c'est un énorme avantage compétitif, parce qu'il y a pas de derrière, il y a plus de notion de, tu vois, il y a plus de notion de concurrence, il y a plus de notion il y a plus de notion de temporalité ou quoi, parce que ton audience fait son travail de son côté, et ton branding, en fait, c'est quelque chose qui scale énormément. C'est quelque chose qui se diffuse très facilement aussi. Et donc là, il y a de plus en plus de boîtes, et même d'indépendants, tu vois, qui le comprennent, et qui investissent massivement là-dessus, avec des résultats absolument fous. Et pourquoi? Parce que on croit traditionnellement que le branding, c'est quelque chose qui tu vois, développer son image de marque, c'est quelque chose qui est soit réservé aux marques B2C, tu vois, on va dire traditionnelles, soit quelque chose qui prend énormément de temps, alors que non, tu peux très rapidement avoir des bons résultats si tu le fais bien. Et tout à l'heure, je touchais du doigt un élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, le marketing, c'est quelque chose qui devient de plus en plus transactionnel, versus auparavant une approche très transactionnelle. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment avant c'était problème solution. Là aujourd'hui, c'est vraiment le marketing, ça revient beaucoup plus à créer du lien, créer de la communauté, tu vois, avec tu vois, transformer ton audience en communauté, entretenir ce lien là,
Et en fait, on comprend de plus en plus que c'est ce lien-là que tu vas entretenir, c'est cette relation que tu vas entretenir qui va te permettre de créer des effets de réseau, de créer des leviers et d'asseoir en fait justement cette marque-là. Et que ça te permet de créer un avantage, enfin une différenciation, un avantage concurrentiel vachement intéressant au final. Et ça, tu vois, c'est des prises de conscience qui se font de plus en plus et on le voit, tu vois, avec toutes les boîtes avec lesquelles on discute, que il y a encore il y a encore des disparités au niveau des compétences, tu vois, sur ces sujets. Mais par contre, de plus en Ouais. plus de boîtes sont conscientes que là, il faut commencer à faire du branding et que en fait, c'est une nécessité et que c'est pas un gadget, quoi. Et donc, je dirais que c'est le gros changement aujourd'hui. Passionnant. C'est très clair. Est-ce que tu es familier justement du monde des professionnels du droit? J'entends les avocats, tout ça. Et de manière générale, qu'est-ce que tu penses d'eux? Quelle est la nature de tes relations avec eux? Alors, c'est marrant parce que tu vois, aujourd'hui, on est suivi par une avocate. Petite anecdote perso, mais on est suivi par Mhm. une avocate qui historiquement l'avocate qui me suit à titre personnel et qui aujourd'hui D'accord. nous suit chez Scalesia. Mhm. Et en fait, elle me fait mentir parce que, enfin, elle me fait mentir sans me faire mentir parce que, en fait, à la base, euh, c'est elle qui m'a contacté Ouais. par un jeu de hasard assez rigolo euh, sur LinkedIn. Donc à une époque où Mhm. il y a quelques années où j'avais des petits démêlés avec un client qui se prolonge aussi aujourd'hui, tu vois. Et elle m'a D'accord. contacté à ce moment-là avec un message automatisé sur LinkedIn qui était bien écrit. Le branding justement sur son profil était bien fait, elle était bien Mhm. positionnée, ce qui fait que je lui ai répondu en fait et on a avancé ensemble. Et d'ailleurs, cette avocate se démarque et est vachement décriée d'ailleurs vachement décriée. Je crois Ah avoir bon? entendu ça dans le milieu des avocats D'accord. parce que Mhm. elle a un branding et personal branding très très fort et elle joue vraiment ce jeu-là aujourd'hui du relationnel versus le transactionnel et Je dois la connaître, elle s'appelle comment? elle s'appelle elle s'appelle Laure-Alice Bouvier. Ah bah oui. Voilà. Oui, 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 on la connaît bien, donc On la mais co- plutôt moi pour ma part en tout cas, c'est que du positif, hein, je trouve génial ce qu'elle fait, donc Voilà, et ben pour le coup, tu vois, je trouve qu'elle est un peu à l'avant-garde de quelque chose d'intéressant, dans la mmh mh. mesure où elle fait bouger les lignes d'une profession que, à titre perso, je ne connais pas, Mmh. mais elle arrive en fait, elle applique en fait vraiment des préceptes, euh, des préceptes marketing qui sont historiques et Mmh. universels Mmh. et séculaire. Donc, tu vois, l'idée d'incarnation, l'idée d'omniprésence aussi, tu vois, elle est très présente. L'idée d'autorité, de se mettre en avant, tu vois. Ouais, Je trouve ouais. qu'elle joue vraiment très bien ce jeu-là. Ce qui fait que l'oralisme, pour le coup, va apparaître comme évidente auprès de son audience. Mmh. Et donc, pour moi, si j'avais tu vois, un modèle en fait à mettre en avant, Mmh. ça serait un petit peu le modèle qu'elle perpétue aujourd'hui, tu vois, qu'elle incarne. Ouais. Euh, alors, je parle pas de sa ligne éditoriale. Mmh. Je parle pas du micro en fait là-dedans. Je parle vraiment du macro, c'est-à-dire Mmh. euh, euh, moi, ce que j'aurais tendance à recommander aux avocats qui nous écoutent, en tant que vraiment que purement entrepreneur et marketeur à la base, c'est Mmh. vraiment voilà miser sur le relationnel plus que le transactionnel et euh, et, 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 euh, et, et et communiquer le plus possible autour de leur profession et pas seulement de leur profession mais autour aussi de leur personne de leur personne de leur parcours personnel etc pour asseoir cette évidence quoi et Mmh. d'accepter en fait qu'aujourd'hui euh, quel que soit son secteur d'activité en fait, quelle que soit son expertise, quelle que soit son audience ou quoi, il y a un Mmh. premium énorme à gagner en visibilité, à se distribuer et à ne pas avoir peur, ne pas avoir cette peur de se mettre en avant et de prendre la parole et de prendre des positions. Et un moyen très simple de le faire, c'est juste d'apporter de la valeur. Et donc je vois pas mal d'avocats, par exemple sur YouTube, il y a pas mal d'avocats ou de Mmh. juristes qui font des vidéos de vulgarisation par exemple, etc. Oui. Je trouve que voilà, ça c'est des leviers extrêmement intéressants parce que ça joue sur cette idée voilà
d'incarnation, ça joue sur cette idée aussi de légitimation, d'autorité, et ça va vraiment dans le bon sens, selon moi. Et je pense qu'aujourd'hui, et je pense que demain, ça va vraiment être un différenciant assez fort. C'est-à-dire, t'auras les avocats qui jouent ce jeu-là et ceux qui le jouent pas. Et on retrouvera un petit peu les mêmes schémas qu'on retrouve dans les industries plus B2B, où clairement, tu as un gros différentiel de notoriété, un gros différentiel aussi de croissance entre une boîte dans une industrie donnée qui va jouer le jeu du branding, qui va miser là-dessus sur le long terme, versus son concurrent qui mise pas là-dessus, qui à terme se retrouve un petit peu à la traîne, quoi. N'empêche, c'est trop marrant parce que tu parles de l'oralisme, parce qu'en fait, je l'avais dans un coin de ma tête, je me disais, mais en fait, il faut que je l'invite pour qu'on parle de personal branding et tout. Mais j'arrêtais pas de repousser parce que j'ai une liste d'invités, tu vois. Donc du coup, je me dis, ah, je vais placer là, là et là. Et donc du coup, elle, c'est vrai que je l'avais mis un peu vers la fin, mais là, ça me donne envie effectivement d'échanger avec elle rapidement parce que c'est vrai que ce que tu dis est très powerful, quoi. Ça veut dire quelque chose, en fait. Donc, du coup, bon. Et en plus, tu donnes des tips directs aux professionnels du droit qui nous écoutent là en ce moment, donc c'est top. Mais parlons juste un instant de Scalesia. Comment vous aidez, en fait, les entreprises à se développer, finalement? Wow, de plein de manières. Mais en gros, moi, tu vois, dans la boîte, j'ai ce rôle-là, on va dire, tu vois, en plus de mon rôle de CMO par intérim et de CEO, tu vois, donc qui Mhm, porte la mhm. vision et tout, j'ai un peu ce rôle-là de R&D, tu vois. C'est-à-dire que moi, mon rôle, Ouais. aujourd'hui, c'est de mettre en place, tu vois, c'est de réfléchir à toute la méthodologie de Scalesia. Euh, c'est- Mhm, Nous, tu vois, notre vision chez Scalesia, c'est que, tu vois, en gros, tu vois, ce chiffre 95,5, c'est t'as 95% des boîtes qui, dans leurs 5 premières années d'existence, n'existent plus à terme, tu vois. Nous, ouais. en fait, on a envie d'inverser cette courbe-là. Et nous, notre vision, c'est de mettre en place une méthodologie, tu vois, un modèle qui fait que si tu le suis, t'as au contraire 95% de chances de réussir. Peut-être pas ce projet-là, mais en tout cas de réussir à l'échelle de ta carrière entrepreneuriale. Parce que nous, tu vois, Mhm, ça, ce qui nous rend malade, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui nous prend au trip. C'est le fait de voir que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marché en plein essor. T'as de plus en plus de monde qui entreprennent. Euh, Peu importe la taille de boîte, tu vois, mais t'as de plus en plus de monde qui mhm, entreprennent, de boîtes qui se créent. Mais tu vois, nous, quand on voit ce chiffre-là, cette statistique-là de 95% d'échecs dans les 5 ans, nous, ce qu'on voit, c'est, tu vois, des vies qui sont foutues en l'air, des santé qui sont ouais. sacrifiées, des vies perso qui sont sacrifiées, des carrières aussi qui sont mises en suspens, etc. Et avec tout ce que ça comporte, tu vois, de détresse personnelle. Nous, en fait, on a vraiment envie de combattre ça. Et c'est pour ça que moi, je travaille d'arrache-pied sur une méthodologie qu'on appelle les 5 piliers, qui nous permet d'appréhender la mécanique de croissance de façon holistique, c'est-à-dire dans son ensemble. Et pourquoi? Parce qu'on a constaté que dans toutes les boîtes, tu vois, dans toutes les boîtes qu'on a vues, toutes les boîtes qui Mhm, dysfonctionnent à un moment donné ont euh, une ou plusieurs lacunes sur ces 5 piliers. Donc, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, 5 piliers, c'est quoi? C'est le marketing, comment elle se positionne, tu vois, comment la boîte se positionne, comment elle se brand, comment elle se distribue, son produit, tu vois, donc son offre, comment elle l'améliore en continu, comment elle développe de mhm, nouvelles offres ou de nouvelles fonctionnalités, ses revenus, comment elle va chercher l'argent, comment elle va, donc tu vois, sa stratégie de pricing, donc sa stratégie mhm, de vente aussi, sa stratégie de conversion, comment elle optimise tout ça, son growth, donc comment elle systématise sa croissance, comment elle la mhm, modélise et comment elle l'optimise et elle l'automatise, tu vois, donc toute la notion tech, etc. Et ensuite tout son système autour, donc comme je te l'ai dit, tu vois, ses valeurs, sa mission, sa vision, ses people, donc le recrutement slash management, et avec toute la partie intelligence, c'est-à-dire data et process. Donc, mhm, tu vois, là, je mhm. te le fais de façon assez Ouais, rapide, mais c'est pour te dire que, on va y revenir. On va y on va y revenir de toutes les revenir, façons. Ouais, ouais, mais mais oui, c'est pour je te suis dire d'accord. que toutes les boîtes, tu vois, et ça s'applique pour n'importe quelle structure, tu vois, un parti politique, une association, loi 1901, tout ça, c'est un modèle qui est universel en fait, et qu'on a, Mhm, et en fait, quand tu le comprends, c'est là que tu sais exactement comment faire grossir une boîte et comment tu peux appréhender une croissance à l'instant T. Donc nous, notre rôle, en fait, ce qu'on fait quand on commence à accompagner une boîte, c'est déjà en fait les passer à la moulinette de ce modèle-là pour se poser la question de, ok, aujourd'hui, quels sont les points qui leur permettent d'avoir le momentum, qui leur permet en fait d'exister aujourd'hui et de pas se casser la gueule, mais quels sont les points aujourd'hui qui sont à la traîne, quels sont les trous dans la raquette. Et en fait, avec ce modèle-là, en fait, c'est un jeu algorithmique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'une boîte qui performe sur tel sujet mais dysfonctionne sur tel sujet, une fois qu'on a identifié ce sujet-là en question, bah, il suffit en fait de combler cette lacune pour que la croissance reparte.
Mhm. Et donc en fait, mon rôle, moi, c'est d'assurer la pérennité et le renforcement de ce modèle-là, de cette méthode-là, et de m'assurer qu'elle soit bien appliquée à l'échelle, parce que bah on a des enjeux. Nous, notre objectif, c'est pas de le faire. Tu vois, c'est pas que on soit pas de bosser avec comme on le fait aujourd'hui avec 10 nouvelles boîtes par mois, c'est que d'ici un an on soit en mesure d'accompagner 50 100 boîtes quoi. Ça c'est notre objectif, Ouais. 100 nouvelles boîtes, Mhm. tu vois. Et Mhm. donc c'est pérenniser la scalabilité de cette boîte. Et donc nous en fait notre modèle c'est ça, c'est on ne fait, tu vois, on réapprend la croissance dans son ensemble pour les clients, tu vois. Mhm. On Mhm. travaille sur leur marketing, sur leur façon de vendre, sur leur façon d'optimiser leur flux financier, sur leurs produits, ainsi de suite. Et on améliore ça, on travaille tout ça de façon homogène. L'objectif, encore une fois, ouais, C'est- c'est cette croissance homogène. Et après, nous, ce qu'on fait, un autre parti pris qu'on a, c'est qu'on fait pas pour, on fait avec. Chez nous, c'est les clients qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'une boîte, c'est la somme de ses compétences et c'est la moyenne de ses talents. Et une Mhm. boîte qui veut être pérenne sur le long terme, c'est une boîte qui doit internaliser ses compétences, qui doit comprendre comment ça fonctionne et qui doit atteindre déjà, si jamais elle veut déléguer une partie, qui doit déjà atteindre un niveau de maîtrise vachement élevé avant de pouvoir le déléguer correctement. Et donc nous, pour Mhm. nous, tu vois, par exemple, ça n'a pas de sens une boîte qui veut faire de la croissance sur le long terme, qui a vraiment une ambition, qui a vraiment une certaine ambition, tu vois. Ça n'a pas de sens pour moi, pour nous, euh, pour cette boîte de déléguer, que cette boîte délègue en fait son acquisition client, par exemple. Mais c'est un exemple parmi tant Ouais. d'autres de choses qui n'ont pas de sens pour nous. Et donc nous, les Mhm. clients chez nous, c'est eux qui font le travail. Par contre, ce qu'on fait, c'est que on met en place des plans de transformation sur 6 à 12 mois, tu vois, en fonction de leurs objectifs. Et ce qu'on fait, c'est que on positionne des experts qui sont rompus à la méthodologie Skilesia. Donc des experts, c'est Mhm. soit des top exécutifs dans des startups ou dans des grosses scale-up ou dans des grosses boîtes ou des top freelance, des top exécutifs aussi, par exemple des CMO ou quoi, dans différentes Mhm. ou des CPO ainsi de suite. Et en fait, on organise tout ce beau monde pour que chacun se relaye pour faire monter en compétence sur les sujets identifiés comme étant problématiques pour le client. Et donc en fait, il se retrouve accompagné par X top experts sur des thématiques connexes et Mhm. complémentaires et des experts avec lesquels ils auraient jamais pu travailler autrement. Et du coup, en 6 mois, on a des transformations absolument folles, quoi. Voilà, pour te dire un peu Wow. schématiquement comment on travaille. Mais Ok. ça prend le contre-pied vraiment de pas mal de partis pris et de pas mal de façons de faire. Ah oui, c'est marrant parce que en plus il y a vraiment ce côté transversal là dans tout ce que tu expliques que j'aime beaucoup. Et en fait, ça revient aux origines du growth quoi. Et justement, c'est vrai que on a tous, je pense, moi y compris, à un moment donné, cru comprendre que le growth hacking c'était vraiment pour le coup une stratégie tu sais d'acquisition quoi, Ouais, acquisition de clients en ligne en fait. ouais. On a longtemps été focus sur ça et c'est vrai que finalement quand je t'entends je me rends compte qu'en fait, ça va bien au-delà, en fait. Et quelque part, ça correspond, ce que tu décris correspond plus à ce que devrait aujourd'hui être le growth, en fait. Complètement. Tu vois. En fait, ça va même carrément au-delà, tu vois, dans la mesure où, tu vois, nous, notre parti pris, c'est que l'acquisition, c'est très secondaire. Pourquoi? Parce que euh, l'acquisition, c'est un moyen, tu vois, l'acquisition intentionnelle, c'est un moyen de booster l'existant. Mhm, Mais ton existant, mais ton existant doit déjà être suffisamment fort. Et en fait, les deux indicateurs, enfin le gros indicateur en tout cas, que ton existant est fort, c'est si tu as une forte rétention. Donc pour nous, on est beaucoup, tu vois, un indicateur qui nous permet de voir si le client est en place ou pas, s'il a trouvé son marché, s'il a trouvé son positionnement, si son produit est bon, c'est est-ce qu'il a une bonne rétention. Rétention, c'est quoi? mhm, C'est est-ce que tes clients restent ou pas? Est-ce que tes clients recommandent, etc. mhm, Pourquoi? Parce qu'en fait, la mhm, rétention, c'est le levier qui est le plus corrélé qui est le plus central aux autres leviers de ta boîte. Donc, tu vois, dans le growth, tu as un framework qui s'appelle le framework R. Donc, c'est mhm, tes 5 leviers de croissance. C'est ton acquisition. Donc, comment tu fais venir tes clients, comment est-ce que tu les intéresses en fait. Ton activation, c'est comment tu leur fais comprendre la valeur de ce que tu apportes. Tu vois, comment, mhm. comment est-ce que tu leur fais, comment est-ce que tu provoques chez eux ce moment de oh c'est un truc de ouf ce qui se passe quoi. Ouais. Ensuite ta rétention, combien de temps tu vois combien de temps ils restent avec toi, combien il y en a qui partent, combien il y en a qui restent. Ensuite le referral, donc la recommandation, combien
parlent de toi et font venir d'autres clients à leur tour. Et ensuite, le revenu, c'est comment tu fais en sorte de monétiser tout ça le plus possible. Et en fait, on se rend compte que la rétention, elle est centrale parce que la rétention, c'est une très bonne rétention, c'est indicatif d'une bonne activation. Donc ça veut dire que ton produit, tu fais venir les bonnes personnes dessus et que ton produit est suffisamment bon pour que les bonnes personnes que tu fais venir dessus se disent ok, c'est top ce qui se passe, tu vois, je comprends le truc et ça m'apporte de la valeur. Ensuite, ta rétention, ça veut dire que tes clients sont contents, donc satisfaction client, et satisfaction client, ça veut dire que tu as très forte chance qu'ils en parlent autour de toi. Donc, recommandation forte. Et donc, en fait, au final, mettons que pour chaque client que tu acquis, dont tu fais l'acquisition, t'en fais venir un nouveau, en fait, t'as une croissance qu'on appelle organique qui se fait naturellement et t'as un effet boule de neige. Et là, ton acquisition vient à ce moment-là pour booster ça, en fait, mais booster un existant qui est déjà en place. Et c'est pour ça que nous, on est beaucoup plus en recherche de rétention chez nos clients, et même pour nous, qu'autre chose. Et ça va pour... tu vois, ça marche aussi pour un avocat, pour le coup. Tu vois, pourquoi? Parce que la rétention, tu vois, la récurrence dans un business, c'est le meilleur moyen de bâtir un vrai patrimoine et de plus être dans cette logique tu vois, de stock, mais plus de flux, où tu vas avoir une accumulation en fait de CA qui va se faire versus, tu vois, un panier un petit peu percé. Et c'est souvent ce qui se passe, quoi. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Absolument. J'étais en train de me dire que j'aurais même pu te laisser en fait continuer de parler parce qu'en vrai c'est plein de valeurs ce que tu dis et effectivement j'espère que les avocats qui nous écoutent en fait en prendront de la graine parce que c'est très important. J'espère que c'est pas trop décorrélé, tu vois, des enjeux et des quotidiens du quotidien des avocats qui nous écoutent surtout. Après, c'est déroutant, forcément. Je pense que déjà, c'est déroutant dans le pitch, dans la façon que tu as d'expliquer les choses. C'est déroutant, effectivement. Ça doit être déroutant aussi dans la méthodo, parce que, effectivement, un avocat, généralement, il manque très peu de temps, en fait, en réalité, pour se poser ces différentes questions. Mais je pense que la question de la rétention que tu viens d'aborder va faire quelque chose chez eux, je pense. Parce que, effectivement, c'est un vrai sujet. Et généralement, les avocats sont bons en rétention, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que ça peut les sensibiliser à activer d'autres leviers et ainsi de suite. Et du coup, avoir en tout cas, te rejoindre sur cette vision holistique que j'aime bien, sur laquelle d'ailleurs j'aimerais bien qu'on revienne quelques instants. Tu sais, de façon générale, d'ailleurs, la tendance commerciale chez les cabinets d'avocats, on est plus dans des logiques d'acquisition inbound, outbound, Ouais. en sachant que l'outbound, c'est vraiment très rarement mis en œuvre en raison de restrictions, tu vois, longtemps imposées par la profession à travers les règlements et la déontologie. Mais aujourd'hui, tout ça s'est débloqué, mais on a quand même du mal à avoir effectivement des avocats aller vers vraiment de l'outbound de façon totalement libre. Et du coup, en fait, sur tes 5 diagrammes, c'est vrai que c'est intéressant de creuser un tout petit peu plus pour voir cet aspect communication, marketing, comment effectivement en tant qu'avocat je peux trouver cette singularité-là pour me différencier, pour en tout cas faire montrer ma valeur déjà, montrer ma valeur, et je garde en tête effectivement l'Oralis, effectivement qui correspond à ce que tu as bien aimé. Mais comme ça de but en blanc, tu vois, voilà. Comment en fait un avocat pourrait justement se positionner comme ça sur ce sujet-là. En fait là, t'as déjà un élément super important dans ta question, c'est la notion de positionnement. Tu vois, le marketing, c'est la tension entre la tension constante entre trois éléments, tu vois, trois notions. C'est déjà on a parlé du branding. Ensuite de la distribution, mais aussi du positionnement. Tu vois, le positionnement, il est essentiel. Alors en fait, tu vois, et en fait, t'as une vraie continuité et les trois se nourrissent. C'est-à-dire que si t'en as un des trois qui dysfonctionne, au bout d'un moment, tu vas avoir un problème. Le positionnement, c'est quoi? C'est quelle place tu occupes auprès de qui?
Donc c'est, tu vois, pour un avocat, ça va être de décider, ok, je sers quelle audience sur la base de quelle spécialité. Il y a une myriade, tu vois, de possibilités, il y a une myriade de champs, enfin, il y a une myriade de positions possibles au sein d'une industrie. Mais l'idée, c'est que plus tu vas être spécifique, plus tu vas pouvoir ce qu'on appelle te nicher, et plus tu vas pouvoir te définir, te Mhm. présenter comme étant l'expert de cette thématique et être et apparaître du coup comme évident. Donc ouais, tu vois, tu as une passerelle directement entre ton positionnement et ton branding. Pourquoi? Parce que le Mhm. branding, c'est avant tout un travail de récurrence, un travail de répétition, de sans arrêt répéter les mêmes choses pour que les gens l'impriment. Tu vois, c'est vraiment Mhm. un travail de perroquet, quoi. Et donc, Mhm. le branding, c'est directement corrélé à ce que tu as envie de dire, et ce que tu as envie de dire, c'est directement corrélé à comment tu as envie que les gens te définissent et auprès de qui avec qui tu veux travailler. Donc déjà Mhm. le positionnement c'est vraiment un travail essentiel à faire, surtout quand on est avocat et qu'on peut, tu vois il y a une infinité de possibilités, une infinité de sous-thématiques, tu vois, de sous-catégories en fait dans cette industrie-là, dans ce marché-là Ouais. de la loi, tu vois, de la loi du Mhm. juridique. Absolument. Donc déjà Mhm. de vite se spécialiser en se disant de toute façon que voilà les leviers de croissance, les leviers financiers les plus forts se trouvent justement dans ces spécialisations là, tu vois. Euh, Mhm. et en plus, ça va être beaucoup plus facile de closer, de trouver des clients en te présentant comme expert d'un sujet versus généraliste. Tu vois, tu vois un petit peu Mhm. cette analogie, tu vois, médecin généraliste versus chirurgien cardiaque. Tu vois, Absolument. lequel des deux tu vas mandater pour te faire une opération du cœur. Bah, je pense que tu sais. Donc voilà, le Mhm. Mhm. positionnement déjà, il est essentiel. Une fois que tu as ton positionnement, là, tu sais maintenant comment tu dois te brander pour faire en sorte que cette audience-là, que tu connais bien, parce que forcément, il faut que tu positionnes auprès d'une audience que tu connais, va se dire, ok, là, c'est, voilà, là, c'est cet interlocuteur-là, c'est cet avocat-là que je veux. Il me paraît, voilà, c'est, encore une fois, tu vas paraître évident auprès de cette audience. Donc, Mhm. là, ton branding, là, c'est bon, t'as défini ça. Je survole le truc, hein, c'est pour que ce Ouais, soit ouais, ouais, ouais. Mhm. le plus digeste possible. Et après, là, tu Mhm. pars en mode distribution. La distribution, c'est quoi? C'est te poser la question de, OK, sur quel canal maintenant cette audience je peux l'atteindre et qu'est-ce qu'il faut que je lui raconte, avec quelle fréquence, etc. Alors, la fréquence doit être le plus élevé possible à mon sens, d'une manière générale, mais te poser la question de, OK, voilà, cette audience-là, quel est le meilleur moyen de l'atteindre de façon régulière et qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je dois lui apporter pour qu'elle pense à moi à l'instant T. Donc là, on est dans une logique inbound, mais ça marche aussi pour la outbound. Pourquoi? Parce que les deux Mhm. sont tu vois, les deux reposent sur la même approche. C'est cette approche vraiment très relationnelle. L'outbound Mhm. aujourd'hui, c'est plus du tout comme à l'époque où tu sais tu te présentes, limite t'envoies une plaquette commerciale et tu te présentes et tu présentes ton offre. Ça marche plus du tout aujourd'hui. Quand tu contactes Mhm. quelqu'un en outbound, la meilleure façon de faire c'est c'est de le contacter pour apporter de la valeur. Donc vraiment être dans Bien cette sûr. optique de voilà, moi mon objectif c'est pas de vendre quoi que ce soit, c'est de vous apporter mon expertise. Par exemple, je vois que vous êtes entrepreneur, que vous venez de déposer vos statuts. Moi, je suis avocat justement spécialisé en droit des affaires, par exemple, ou voilà. Mhm. Ce serait un plaisir du coup de discuter avec vous. J'ai un créneau disponible. J'ai quelques créneaux disponibles la semaine prochaine. Voilà, si vous voilà, Mhm. on fait connaissance et je vous apporte de la valeur. C'est pas comme ça que je Mhm. l'écrirai nécessairement, mais en tout cas quelque chose de très C'est concis, l'idée. de très court, c'est une idée. Et c'est en Mhm. tout cas d'expérience, j'avais une agence à outbound avant Skelesia. C'est exactement comme ça qu'on rédigeait nos emails, tu vois, de façon vraiment Mhm. très conversationnelle, très concise, très simple, vraiment apporter de la valeur, créer un premier échange et ensuite voir comment ça évolue. Euh, Moi, c'est comme ça que je procéderais en tant qu'avocat. Et en fait, Mhm. tu vois, quand tu concilies les deux, inbound et outbound, bah, c'est là que tu vois que l'outbound sur le court terme va te permettre de pérenniser ton truc, de créer ton momentum, parce que bah, tu vas pouvoir aller chercher les clients avec lesquels tu as envie de travailler de façon ciblée et sur des cycles de vente plus courts. Voilà, pourquoi? Parce que c'est de la réponse directe. Tu peux avoir des échanges plus rapides avec de l'outbound, tu vois, avec de l'email ou avec de la prospection LinkedIn. Et ton Mhm. inbound, en fait, va prendre plus de temps à se mettre en place, mais c'est là que tu vas avoir les plus gros effets cumulés et que tu vas avoir sur le long terme, c'est les retombées les plus importantes. En fait, les deux se marient très très bien. Génial. Euh, Génial. Est-ce que ces derniers temps, tu as vu
des stratégies de développement qui t'ont bluffé, tu sais, vraiment out of the box, des entreprises qui ont fait des trucs de fou en termes de growth notamment, et du coup qui ont explosé. Bon, à part Scalesia bien évidemment, parce que je sais que c'est ce que vous avez fait. Bah, écoute, tu vois, pour te dire, nous en fait, aujourd'hui, on ronge notre frein, on ronge notre frein par rapport au fait que bah, notre produit, tu vois, on crée quelque chose de complètement nouveau, et donc on veut pas aller trop vite. Mais par contre, tu vois, il y a des, alors je vais pas parler, tu vois, des grosses boîtes aujourd'hui où ça veut plus rien dire, tu vois, quand t'atteins des échelles comme la leur. Ouais. Mais en tout cas, des boîtes qui restent encore à taille humaine, mais qui ont eu des très fortes croissances et qui restent dans du service. Mhm. En France, notamment, je pense à, bah, tout de suite, je pense à Théo Lyon de Kudak, par exemple, qui est une agence spécialisée dans les social ads, donc qui fait des pubs Facebook, Mhm. etc. En fait, qui fait de la pub sur les réseaux sociaux et, Ouais. et qui a une croissance très très rapide, très forte. Il a 24 ans, c'est une machine de guerre et, Mhm. et j'aime beaucoup son approche. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup son approche. Très modélisée, très systémisée, Mhm. et en fait eux, outre tu vois cette intelligence systémique qu'il a, euh, ils font vraiment très fort dans la scalabilité de leur branding, c'est-à-dire que en gros à la base il avait une marque personnelle très très forte où il publiait très Mhm. régulièrement. Il publiait très régulièrement, tu vois, sur plein de réseaux sociaux. Donc lui, il s'est lancé quasiment partout en fait. Et il teste constamment. Il publie Mhm. plusieurs fois par jour sur LinkedIn, plusieurs fois par semaine sur YouTube, etc. Ça arrête pas. Et en fait, ce branding, en fait, il a réussi à le passer à l'échelle en faisant en sorte que la majorité des gens chez lui, de ses salariés, commencent eux aussi à bosser leur marque personnelle. Et ce que ça a permis, ça a permis cet effet de bord en fait, cette passation de l'intensité de sa marque personnelle vers la marque Kudak, qui fait qu'aujourd'hui elle se positionne vraiment comme une marque évidente en fait, tu vois. Et c'est pour ça, Mhm. tu vois, c'est vraiment la puissance de ce mot-là évident, c'est que Kudak typiquement c'est la boîte aujourd'hui dans l'industrie des ads et des social ads qui a réussi ce tour de force de devenir évident auprès de son marché. Et demain, Mhm. bah, t'es une marque e-commerce qui veut faire de la pub sur les réseaux sociaux, automatiquement, tu vas penser à Kodak. C'est exactement ce que doit chercher, à mon sens, à faire n'importe quelle personne qui a des velléités de leadership sur son industrie ou qui a des velléités même de pérennité. Mhm. Et, et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de boîtes, en fait. C'est-à-dire que les boîtes aujourd'hui, toutes les boîtes qui ont les plus fortes croissances depuis qui exactement ce même modèle, tu vois. Lemlist, par D'accord. exemple, t'as Com aussi, t'as Com, là c'est que je cite que des boîtes Mhm. françaises, donc t'as Com, t'as vraiment toutes reposent aussi sur un très très bon produit ou un très bon service, et elles font un shift elles font un shift en fait toutes, qui est que elles ne réfléchissent pas en prestations, elles ne vendent pas des Mhm. prestations, elles vendent de l'expérience. Elles vendent une expérience Mhm. client. Quand tu étais client chez Kudak, quand tu es client chez Com, tout a été pensé pour que tu passes la meilleure expérience d'achat possible. Parce que un client, quel qu'il soit, qu'il achète de la prestation, qu'il achète un sac à main, qu'il achète une voiture ou qu'il achète un accompagnement, la défense d'un avocat, le conseil Mhm. d'un avocat, il achète une expérience, il achète un package en fait. Et je pense Mhm. clairement qu'un différenciant très fort pour un avocat, ça va être sa faculté à faire ce shift-là, passer d'une logique de prestation, je suis payé uniquement pour prendre la défense de mon client, faire quelque chose Mhm. d'expérientiel où Expérientiel. tu vends cette, tu vois, alors je laisserai les avocats qui nous écoutent prolonger cette réflexion, mais Mhm. réfléchir à comment est-ce que je peux faire en sorte que mon client soit le plus ravi possible, et que peu importe le résultat du procès, le résultat de la procédure, se disent Mhm. ok, j'ai passé une bonne expérience, je me suis senti respecté, et plus que respecté, je me suis senti même choyé quoi. Et c'est cette Ouais, faculté à faire l'extra mile qui, je pense, fait toute la différence. Et donc euh, absolument. donc voilà, j'ai dit pas mal de trucs, je pourrais en dire plein d'autres, mais là c'est les éléments qui me viennent. C'est clair. Non, non, c'est top, c'est parfait. Bon, je vois l'heure, je vois que le temps il file. Alors, on est arrivé à la partie cas pratique. C'est des tips très concrets et actionnables. Donc, je suis avocat, je crée mon cabinet. Quelles sont pour toi les actions concrètes à mettre en œuvre pour installer les fondements d'une croissance solide? En 5 étapes. 5 étapes. Bah, c'est très Ouais. simple, hein. Très simple. Ah bah tant mieux, super. C'est très simple, hein. Tu vois, on reprend les 5 piliers, en fait. C'est déjà de poser Ouais. la question de, ok, ton marketing, euh,
comment est-ce que, tu vois, auprès de qui tu veux te positionner. Mhm. Donc déjà trouver ta niche pour commencer. Il y a une expression anglaise qui dit riches is in the niches. Tu vois, donc la Mhm. richesse est dans les Mhm. niches. Mhm. Plus tu vas être expert sur un sujet, plus tu vas être une baleine dans un bocal à poisson, et Mhm. plus t'auras de levier, quoi. Donc déjà te positionner. Ensuite réfléchir à ok, comment est-ce que je peux faire en sorte, maintenant que je sais à qui je m'adresse, d'apparaître, de devenir évident auprès de cette audience-là. Donc là, c'est vraiment ta stratégie de branding. Te dire, voilà, quel Mhm. message j'ai envie de véhiculer, qu'est-ce que j'ai envie quel terme j'ai envie que mon audience, que j'ai défini, hein, associe, Mhm. à quel terme, tu vois. J'ai envie que mon nom soit associé, le nom de mon Ouais. cabinet soit associé. Ensuite, Mhm. stratégie de distribution, bah là, tu vas faire du contenu le plus possible. Tu vas vraiment être dans cette logique voilà, de petits paris où tous les jours tu vas publier du contenu régulièrement. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de, j'ai pas le temps. Non, si tu veux Mhm. développer ta boîte, il y a des choses essentielles à faire et ça en fait C'est un partie. sport. Voilà, c'est un sport, exactement. Comme tu l'as dit, c'est un sport avant d'être un art et une science, tu vois. Donc, Mais ça, tu le fais essentiellement sur LinkedIn, tu penses? sur LinkedIn, en fait, tout se teste. Tu vois, aujourd'hui, je Ouais. recommanderais à absolument n'importe qui de se lancer sur TikTok, par exemple. Même si t'es avocat, t'as énormément de choses à faire. J'ai vu des Mhm. avocats tuer ça sur TikTok. J'ai vu des avocats faire de super perfs aussi sur YouTube, etc. Sur LinkedIn, c'est très facile. Franchement, c'est très facile de se faire une place. Le seul truc que Mhm. ça demande, c'est de se poser les bonnes questions, c'est d'y mettre de l'intensité, d'y mettre de la régularité et de la fréquence. C'est tout. Si Ouais. tu décides de te lancer sur TikTok, donne-toi 3 mois, tu fais un TikTok par jour et ensuite tu vois ce que ça donne. Et renseigne-toi, c'est vraiment se donner du mal. Jouer le jeu des plateformes aussi. Donc tous les jours, Mhm. contacter des personnes, soit pour réseauter, voilà, se connecter en fait. Il y a Mhm. se connecter non seulement avec ses pairs, mais se connecter aussi avec des clients potentiels, apporter de la valeur et vraiment voilà, faire une liste de tâches à répéter tous les jours. Donc ça, c'est ta partie distribution. Et en fait, quoi qu'il arrive, tu vas avoir un effet cumulé qui va se mettre en place. Et je connais aucune personne qui a joué ce jeu-là qui, au bout de 6 mois, 12 mois, en a été déçu. Aucune. Mhm. Et Mhm. ensuite, réfléchir à ton produit. Ok. Troisième étape, ouais. Maintenant, voilà. Donc là, c'était la première. Deuxième étape, c'est Mhm. mon produit. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon produit, donc qui est ma prestation de conseil en fait, devienne une expérience. Et là, en fait, moi, ce Mhm. que je recommanderais à un avocat de faire, c'est de designer ce qui s'appelle une customer journey. C'est réfléchir, ok, quels sont les points de tension à travers, quel est le parcours client, en fait? Quel est le parcours à travers, quelles sont toutes les étapes chronologiques à travers laquelle mon client va passer et quels sont, et d'identifier les points de tension, les points essentiels. Et se dire, ok, Mhm. comment est-ce que je peux faire en sorte déjà que cette customer journey elle soit la plus courte possible et comment est-ce que je peux faire en sorte d'apporter autant de valeur que possible au client et de faire en sorte qu'il soit ravi et qu'il y ait le moins d'accro possible. Et faire ce travail-là, ça va te permettre de mettre cette expérience-là, de faire ce travail d'empathie auprès de ton client pour se dire et pour limiter déjà toute frustration, mais faire en sorte que qu'il soit le plus satisfait possible. Et en plus, ça te Ouais. permet de compenser ce côté un petit peu aléatoire, tu vois, d'un service, d'une prestation comme celle d'un avocat, où forcément, tu Mhm. vois, l'issue d'un procès est pas forcément toujours sûre. Bah, le fait d'offrir une excellente expérience client, ça va te permettre de compenser un petit peu ça et de valoriser ton produit outre mesure. Donc ça c'est et en plus de ça, le fait de modéliser ça le plus tôt possible, de le documenter, ça va te permettre derrière d'atteindre rapidement une scalabilité. Demain tu te mets à avoir un cabinet de 10, 15, 20 avocats, bah chacun peut suivre ce process-là, les secrétaires peuvent suivre ce process-là et ça donne vraiment une ligne directrice à tout le monde pour garder cette homogénéité-là et ça c'est essentiel dans une boîte. Donc ça c'est la partie Absolument. produit. Ensuite, Mhm. la partie revenu, c'est ton pricing. Ton pricing doit être cohérent, il doit être associé avec le marché. Tu vends jamais assez cher, mais tu n'apportes jamais assez de valeur. Donc, moi, ce que je ferais aussi, c'est que je mettrais en place une stack commerciale qui me permettrait de facilement relancer les clients, de faciliter aussi la vente, tu vois. Donc je mettrais en place un HubSpot, un Salesy pour envoyer facilement les devis, voilà, que ce soit le plus lisse possible, que ce soit le plus smooth possible en fait. D'accord. Et ce que je ferais aussi, c'est que je monterais en compétences. Tu vois, la vente c'est une science, mais c'est aussi un sport. Donc ça repose sur des compétences dures. Donc quoi qu'il arrive, même si je suis un avocat, je monterai en compétences
en vente. Donc j'étudierai spin selling, j'étudierai the straight line system de Jordan Belfort, etc. pour avoir un maximum de connaissances là-dedans et me faire backer par les bons outils. Donc un CRM qui tourne, un outil pour faciliter l'envoi des devis, l'envoi voilà un DocuSign, etc. pour que ce soit facile en fait, pour que ce soit facile pour moi et pour le client. Lisser un maximum ce process. D'accord. Ensuite, la partie growth, pour moi, elle est un petit peu plus optionnelle parce que là, aujourd'hui, on sait, voilà, d'un point de vue purement technique, je laisserai ça pour beaucoup plus tard. Là, l'objectif, c'est de faire passer le cabinet de 0 à 1 million annuel. Donc, je laisserai ça pour plus tard. Je me contenterai d'abord des 3 premiers points. Par contre, le growth, il est important au niveau du framework art. Je définirai le plus tôt possible les 5 leviers de croissance. Donc, ok, quelle est ma métrique principale d'acquisition? Qu'est-ce que je considère comme un client acquis, comme un client acquis? Qu'est-ce que je considère comme étant mon point d'activation? C'est-à-dire à quel moment le client se dit ok, là aha moment, il a compris en gros qu'il avait voilà, le moment où il se dit en fait purée, j'ai bien fait d'aller dans ce cabinet-là. Le définir et faire en sorte qu'un maximum de clients activés, un maximum de clients acquis arrive à ce point d'activation. Rétention, comment je peux maximiser la rétention de mes clients, comment je peux faire en sorte de signer un maximum de clients qui vont être amenés à rester le plus longtemps possible. Recommandation, comment je peux faire en sorte qu'un maximum de clients me recommandent pour justement créer cette organicité. Et ensuite, revenu, on en a parlé tout à l'heure dans la partie de vie. Et dernier point, c'est la partie système. Je définirais une vision de boîte. Où est-ce que tu as envie d'amener ta boîte? Est-ce que tu as envie d'en faire le cabinet, le plus gros cabinet français? Est-ce que tu as envie d'en faire le cabinet... Voilà. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as envie que ton cabinet change dans le monde, en fait? Donc, où est-ce que tu as envie d'amener le truc? Tes valeurs. Quelles sont tes valeurs de boîte? Tu vois, qu'est-ce qui t'anime déjà toi en tant que personne et que tu as envie de transposer dans ta boîte? Quel est ton... quels sont... et ensuite, comment tu recrutes? Qu'est-ce que tu considères comme étant une bonne recrue Quelles sont les qualités d'un avocat que tu as envie de voir dans ta boîte? Et ainsi de suite. Donc en gros, vraiment mettre en place un système qui permet à tout ça de tourner et qui permet à tout le monde en fait d'avoir un peu cette étoile du berger vers laquelle aller. Et une fois que tu as mis en place ce système là, et là tout tourne. Et là, en fait, tu as cartographié les 4 éléments clés qui vont permettre au truc d'y aller. Et là, tu vois que tu as un système en place où tu plus qu'à bourriner, en fait. C'est-à-dire que ton process commercial est en place, ton produit est en place, ta customer journey est en place. Maintenant, c'est plus que de la distribution. Tu vas à fond. Tu te donnes 1 an et demi, et tu verras qu'au bout d'1 an et demi, tu t'auras atteint des résultats qui vont te surprendre. Quel est pour toi l'avenir du marketing dans les 5 prochaines années? Alors, je pense qu'en fait, on va continuer dans cette voie-là. C'est-à-dire que, tu vois, je pense que ce qui va se passer, c'est que, en fait, tu vois, tout ça, c'est une histoire de cycle. Tu vois, il y a eu des cycles. On a eu une ère là, ces 10 dernières années, qui était très axée réponse directe en marketing. Où c'était, tu vois, on bourrinait les Facebook ads, on bourrinait le cold emailing. On était vraiment cette approche-là très relationnelle. Très transactionnel justement du marketing où c'était, tu vois, comme je te l'ai dit, algorithmique, problème solution, où là en fait on va repartir vers quelque chose de beaucoup plus brandé, beaucoup plus axé, tu vois, contenu, etc. Sauf que ce que ça a provoqué, c'est que ça a provoqué une saturation des canaux où tout le monde au final va commencer à comprendre et commence de plus en plus à comprendre comment ça marche. Et donc au bout d'un moment ça va créer aussi une saturation où les gens n'auront plein la tête. Il y aura beaucoup trop de marques personnelles, il y aura beaucoup trop de marques en fait. Ça va créer un regain de compétition. Ça va créer énormément de bruit. Tu vois, il y en a de plus en plus, on le voit sur LinkedIn aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui publie, donc une professionnalisation, mais qui au bout d'un moment va créer un gros brouhaha. Et ce qui va se passer, et dans quelle échelle de temps, je saurais pas te dire, mais en tout cas, dans les 5 prochaines années, cet essor-là du branding va s'opérer, j'en suis intimement convaincu. Mais au bout d'un moment, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir à des choses beaucoup plus, je pense, encore une fois cycliques. Tu vois, on est encore une fois dans une approche, dans une mécanique très cyclique, où on va revenir à quelque chose de plus transactionnel, et on réobservera un essor
un essor, tu vois, du cold emailing, etc. À mon sens. D'accord. Qui n'est jamais mort, hein, le cold emailing sera jamais mort, mais je pense qu'on repartira dans quelque chose de beaucoup plus cartésien, parce que je pense qu'à un moment donné, les gens en auront un petit peu plein la tête du branding dans tous les sens, etc. Mais en tout cas, cette phase-là, ce moment-là de ras-le-bol, il est très très loin. On en a encore pour plusieurs années, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Génial. Écoute, clair et précis. On est arrivé à la fin. En temps normal, je t'aurais laissé terminer comme la Scale News, tu sais. mais là, je te laisse le mot de la fin quand même, si t'as envie de, tu vois, de dire un dernier truc. Bah écoutez, écoutez. Non, c'était un plaisir. En vrai, c'était un plaisir. J'espère que j'ai pas trop déblatéré, mais c'était un vrai plaisir en tout cas. Quoi dire, justement pour expliciter cette dernière partie sur le système, parce que je pense que c'est la partie un peu plus nébuleuse, on va dire. Il y a un excellent livre que je vous recommande, c'est Traction. Il s'appelle Traction de Gino Wickman. Qui a été un peu un game changer dans ma tête, qui explique vraiment une méthodologie étape par étape, qui est ultra opérationnelle, une méthodologie pour faire grossir sa boîte en mettant justement en place ce système-là entrepreneurial, et c'est vraiment une excellente lecture. Ça vous permettra d'expliciter ce point. Super. Bon bah écoute, en tout cas pour ma part, le plaisir était partagé. J'ai adoré échanger avec toi, et surtout c'est cool de t'écouter, quoi, parce que franchement, c'est que de la valeur, quoi. Ça enchaîne, tu vois. Écoute, ravi. Et ça fait super plaisir. Donc voilà. Bon, écoute. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir à nouveau, peut-être, tu vois, dans quelques mois. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces mots, et puis on se dit à très bientôt alors. Eh ben écoute, quand tu veux. Je te souhaite une super fin de journée. On se dit à très vite. Merci, ça marche. À bientôt. À bientôt.